Je vais vous proposer dans cette vidéo la correction de l'activité H5A1 sur la division du monde après 1945. Quelles sont les raisons de la division de ce monde? Après tout, on est à la fin de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Le conflit a laissé suffisamment de marques pour qu'on ne se refasse pas la guerre tout de suite. Eh bien, si on ne va pas se refaire la guerre tout de suite, directement dans le Quelles sont les raisons de la division du monde après 1945? Je vais vous proposer dans cette vidéo la correction de l'activité H5A1 qui tentera de vous expliquer comment en réalité la fin de la Seconde Guerre mondiale n'est que le début d'une nouvelle ère de conflictualité qui certes sont différentes mais n'en sont pas moins intenses et problématiques. Dans un premier temps, je vous propose de revenir sur la fin de la Seconde Guerre mondiale et sur un document, le document 1, la charte de San Francisco. J'imagine que vous avez pris le temps de le lire. Je vous avais posé la question quelle organisation est créée dès avril 1945. Résumez ces trois premières missions. Dès 1945, 51 États réunis à San Francisco adoptent la charte des Nations Unies et de ce fait créent l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Cette organisation, elle se donne trois missions. La première d'entre elles, c'est de maintenir la paix et d'assurer la sécurité internationale. Jusque-là, rien de bien nouveau. À la fin de la Première Guerre mondiale, une SDN, la Société des Nations, avait été créée, mais la Société des Nations avait échoué. Cette organisation des Nations Unies va donc aller plus loin puisqu'on va tenter de, cette fois-ci, ne pas échouer comme la Société des Nations, notamment en partant sur des valeurs communes auxquelles on doit adhérer pour faire partie de l'Organisation des Nations Unies. La première d'entre elles, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ça ne va pas tomber dans l'oreille de sourds du point de vue des peuples colonisés, on en reparlera dans le chapitre H6, mais ce n'est pas notre sujet pour l'instant. Enfin, la coopération dans les domaines économiques, sociaux, intellectuels et humanitaires. De son côté, les États-Unis vont créer le plan Marshall. Ils vont proposer ce plan à de nombreux pays à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et on va voir que ce plan Marshall, c'est en rupture après la Première Guerre mondiale et qu'il a plusieurs fonctions. D'abord, qu'est-ce que c'est sa première fonction? Le plan Marshall, c'est un plan qui est proposé par les États-Unis et qui a pour but d'aider financièrement et matériellement l'Europe à se reconstruire. On ne fait plus porter à l'Allemagne tout le poids de la responsabilité de la guerre, puisqu'on a bien compris qu'en faisant cela, on avait probablement fabriqué toutes les conditions pour l'avènement des totalitarismes et du fascisme en Allemagne. C'est une rupture donc avec la fin de la Première Guerre mondiale, les perdants qui devaient alors assumer les coûts de la guerre et des réparations. En réalité, il y a une autre fonction à ce plan Marshall, car les États-Unis proposent de l'argent pour reconstruire l'Europe, mais c'est seulement un prêt. Et comme tout prêt, quand on le rembourse, en général, eh bien, il y a des intérêts. Les États-Unis vont donc utiliser ce plan Marshall pour servir leur économie. En réalité, ce n'est pas tant les intérêts au sens financier qui les intéressent, mais les États-Unis vont assortir le plan Marshall de certaines clauses qui vont imposer aux pays qui acceptent l'aide financière du plan Marshall de commercer avec les États-Unis sans taxes douanières, selon tout un tas de procédés, et c'est à partir de ce moment-là que de très nombreux produits américains vont inonder l'Europe, et en fait que le monde tel que vous le connaissez aujourd'hui en Europe va naître. On peut voir que le plan Marshall n'est pas une aide gratuite, elle a pour but d'empêcher la diffusion du communisme en Europe et d'implanter les États-Unis en Europe. Vous pouvez le noter, le plan Marshall, c'est un programme américain de prêt accordé aux différents États d'Europe pour la reconstruction des villes et des installations bombardées lors de la Seconde Guerre mondiale. Ces prêts ne sont pas gratuits. Quelle est la réaction russe au plan Marshall et comment est-elle justifiée? Le ministre des Affaires étrangères soviétique, Molotov, fait savoir le 2 juillet 1947 aux puissances occidentales que l'Union soviétique n'accepte pas ce plan Marshall, notamment en raison de l'organisation de la répartition de cette aide.
c'est les pays européens et certains pays européens qui sont désignés par les États-Unis comme ceux qui doivent répartir cette aide. En gros, leurs alliés, au premier lieu desquels la Grande-Bretagne et la République démocratique allemande, on y reviendra, l'Allemagne mise en place et occupée par les États-Unis. Pour les soviétiques, c'est ni plus ni moins que de l'impérialisme. On va proposer des aides et en contrepartie de ces aides, on va imposer des décisions politiques aux États qui les acceptent. Et pour ça, pour cette raison, pour les soviétiques, c'est inconcevable, c'est inacceptable. Ils ne considèrent pas ça comme une aide, mais ça comme une mise sous dépendance. On peut donc noter en correction que l'URSS refuse le plan Marshall. Il s'agit d'une perte de leur indépendance pour les pays qui l'accepteraient. Et ce n'est pas une aide, mais une mise sous dépendance. On le voit, demain, on dira que la Tchécoslovaquie doit augmenter sa production agricole et réduire son industrie d'équipement, et on lui proposera des machines en provenance d'autres pays européens désireux de vendre des biens à des prix plus élevés. Certains pays pourraient se voir imposer des choix économiques au profit d'autres pays. Enfin, quels sont les pays qui vont accepter le plan Marshall et quels pays acceptent la coopération avec l'Union soviétique? D'abord, les pays qui acceptent le plan Marshall. On le voit ici, ils sont en bleu. On peut voir que c'est majoritairement les pays d'Europe de l'Ouest qui acceptent ce plan. La France, le Royaume-Uni, vous m'enlèverez ce S à Royaume-Uni, l'Irlande, la Belgique, les Pays-Bas, l'Islande, le Danemark, la Suède, la Norvège, le Portugal, l'Italie, l'Autriche, la Suisse et la RFA. La Grèce et la Turquie l'acceptent également, même s'ils ne sont pas situés à l'Europe de l'Ouest. De l'autre côté, l'URSS propose à de nombreux pays d'Europe centrale et de l'Est une autre aide, le Conseil d'aide économique. Vous connaissez tous le principe du troc, de l'échange. Eh bien, ce plan proposé par l'URSS se veut comme un plan de troc. Il s'agirait de dire par exemple aux Polonais: puisque vous avez une industrie florissante, nous vous proposons, par exemple, de vous échanger des productions industrielles contre de la production agricole. La réalité, c'est que, comme souvent, les critiques qui sont émises par l'URSS sont bien légitimes, mais ce qu'oublie de dire l'URSS, c'est qu'elle-même va pratiquer une forme d'impérialisme vis-à-vis de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie, de la Roumanie, de la Bulgarie et de la RDA, en leur imposant bien souvent des trocs, des échanges, sans forcément leur donner leur mot à dire ou consulter les populations. Cette aide, du coup, elle est acceptée par la RDA, la Pologne, la Yougoslavie, l'Albanie, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie. On voit très bien ici, en noir apparaître, une démarcation. L'Europe est en train de se fracturer à la fin de la Seconde Guerre mondiale, se diviser en deux, et le Premier ministre Winston Churchill a cette formule: un rideau de fer est tombé sur l'Europe. On va voir avec le cas berlinois dans l'étude de cas suivante que c'est du sens propre comme du sens figuré. On peut noter en correction que dès 1947, l'espoir de paix durable né avec la création de l'Organisation des Nations Unies est contrarié par la rupture entre les États-Unis et l'URSS qui cherchent à étendre leur zone d'influence. L'URSS, pour rappel, c'est l'Union des républiques socialistes soviétiques. La dégradation des relations entre les anciens alliés divise le monde en deux blocs opposés. Le bloc de l'Ouest, ou occidental, ou capitaliste, ou américain, tous ces termes fonctionnent, et le bloc de l'Ouest, ou le bloc oriental, ou communiste, ou soviétique. À partir de ce moment-là, on peut parler de ce qu'on va appeler la guerre froide, une guerre entre ces deux blocs. Le bloc de l'Ouest d'un côté, et le bloc de l'Est de l'autre côté, mais sans conflit armé direct entre les États-Unis et l'URSS. L'Organisation des Nations Unies est créée en 1945. Vous pouvez me surligner tout ça dans la fiche d'objectif. Je vérifierai vos cahiers la semaine prochaine. Lundi, donc, pour celles et ceux que je vois, mardi pour les autres, etc. Je veux voir l'activité faite, corrigée, et la synthèse dans les cahiers. Évidemment, avec les fiches d'objectifs collées, les fiches d'activité, etc. Tout ça dans le bon.